Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur Gabon 24 et bienvenue à cette édition d'information. Musée et histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées, c'est le thème retenu par la Journée mondiale du musée. À Libreville, l'événement a été meublé par des communications d'illustration sur le rôle de ces gardiens de culture. Chimel Sandra Singon et Jospin Boumadienga. Le 18 mai, le musée est célébré dans le monde entier. Cet événement a pour mission, entre autres, de perpétuer la valeur du patrimoine culturel et naturel. La Journée internationale des musées est un événement de portée internationale et nationale. Son objectif principal consiste à préserver, à perpétuer et à communiquer à la société les valeurs du patrimoine culturel et naturel. Pour cette année, le choix a été porté sur Musée et histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées. Cette thématique permet d'appréhender l'incompréhensible des passés douloureux inhérents à l'humanité. Nous avons ici au Gabon, depuis l'avènement de la magistrature suprême du président Ali Bongo Ndimba, fait de la culture, n'est-ce pas, un élément important dans l'épanouissement de l'homme afin de lui permettre de vivre son identité dans le village de la mondialisation. Associer la tradition à la technologie occidentale devrait constituer une force de dépassement pour le Gabonais. Et il faut donc aspirer à un dépassement fondé sur ce que nous savons de la science, les arts, le numérique aujourd'hui, comment utiliser ces outils modernes qui nous ont apportés et nous fonder sur nos outils traditionnels, nos rites, nos us de coutume pour les dépasser, pour les surpasser. Au cours de cette cérémonie, le ministre en charge de la culture, Alain-Claude Bilé-Bizet, a annoncé la délocalisation très prochainement du musée national et la création des musées d'histoire. Situé sur le front de mer à Libreville, le musée national est le lieu de conservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel du Gabon. Et en parlant justement de la Journée internationale des musées, focus sur le masque Ngil. Selon les rites Fan, ce masque représente toute la civilisation et la culture de ce groupe ethnique. Plus de précisions dans ce reportage de Chimène Sandra Singon et de Jospin Boumadienga. Taillé dans du bois tendre et le blanc fait à l'aide de kaolin, le masque Ngil qui appartient à l'ethnie Fan est reconnaissable à ses caractéristiques. C'est un masque qui a une forme extrêmement longue, n'est-ce pas? Un front bombé, des sourcils en arcade, n'est-ce pas? Et des pommettes enfoncées, une bouche en mou. Voici le Ngil. Le Ngil n'est pas un simple morceau de bois. Il entretenait une relation étroite avec la société en la régissant. Il faut aller chercher ce qu'il y a derrière le masque. Et c'est là, justement, ce qui est important. Ce n'est pas le masque pour lui-même, mais c'est ce qu'il y a derrière le masque, le système de valeurs et le savoir auquel vous accédez si vous avez eu le courage de dépasser le masque. Pour la réforme de la société, le Ngil pourrait être une référence dans l'optique d'une réflexion sur la justice sociale. Ce n'est pas la restauration, pour ainsi dire, systématique du Ngil tel qu'il était conçu à l'époque traditionnelle. Mais c'est prendre référence sur le Ngil pour voir dans quelle mesure repenser, refonder notre justice. Par exemple, je vous ai dit, une justice qui est centrée sur l'homme avec ses faiblesses, sur l'homme avec, pour ainsi dire, ses considérations, peut-être une justice qui est trop fragile. Il faut que celui qui est juge soit capable d'assumer son rôle, sa vocation, en se disant qu'il n'est qu'un truchement, n'est-ce pas, entre le plaignant et l'esprit. Pour le professeur Ludovic Obion, le Ngil n'est pas mort. Il vit en chacun de nous. Le Ngoton, le Bouti sont des formes de culture qui continuent de le diffuser. Ludovic Obion est un écrivain, auteur de L'Enfant des masques. Il a été par ailleurs directeur du Musée national du Gabon. Rien à voir avec ce qui précède. Pendant 4 jours, la responsable et agent du ministère de la promotion des investissements privés et du commerce était en formation à l'espace PME dans le cadre d'un séminaire de formation sur la facilitation des échanges, un programme qui s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Le reportage de Lille Blantedoum. C'est pour parvenir à la mise en place des mesures et des instruments nécessaires et de bonnes pratiques pour les échanges efficaces, un enjeu indéniable à la commercialisation des produits gabonais vers l'extérieur dans la perspective de la diversification de l'économie que les responsables du ministère de la promotion des investissements privés et du commerce ont été outillés avec l'appui de la Commission économique pour l'Europe et le support de l'Union européenne. Loin d'avoir été une simple formalité, il s'est agi d'une occasion et d'une obligation valorisante pour chacun, permettant de mieux appréhender
les prescriptions nécessaires à cette mise en œuvre harmonieuse. Le chef adjoint pour la facilitation des échanges de la Commission économique pour l'Europe est revenu sur les atouts de la mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Pendant 4 jours, les séminaristes ont appréhendé les prescriptions de l'accord de facilitation des échanges, une orientation gouvernementale qui nécessite une bonne maîtrise du cadre commercial international afin d'arriver au Gabon aux standards internationaux. Assemblée générale ordinaire du groupe BGFI Bank Holding Corporation, ce jeudi à Libreville. L'institution bancaire était réunie avec ses actionnaires pour approbation des comptes de l'exercice 2017 ainsi que les enjeux et perspectives du groupe pour l'année en cours. Le reportage de Lille-Milan Toutouma. Dans sa quête de toujours offrir le meilleur à sa clientèle à travers des packs toujours plus innovants et adaptés à l'ère du temps, le groupe BGFI Bank Holding Corporation et ses actionnaires se sont réunis jeudi dans un hôtel de la capitale gabonaise pour leur assemblée générale ordinaire annuelle. Occasion pour le président directeur général Henri-Claude Ohima de revenir sur les perspectives du groupe au titre de l'année 2016. Avant le 30 juin, nous tenons notre assemblée générale qui a pour objectif de faire approuver les comptes par nos actionnaires. Chose que nous avons fait ce matin avec des résultats importants. 39 milliards de résultats nets en augmentation de plus de 30%. Un dividende qui a été proposé à nos actionnaires de plus de 71% en augmentation par rapport à 2015. Présent au Gabon depuis 45 ans, BGFI Bank est un portail financier qui accompagne ses clients. L'année 2016, très performante, avec un résultat net consolidé à 39,4 milliards de francs CFA, une hausse estimée à 31%, une valeur ajoutée pour l'économie gabonaise. Le groupe par lui-même a aujourd'hui plus de 2000 collaborateurs. Et en 2016, nous avons recruté plus de 200 collaborateurs. Le groupe BGFI Bank, groupe financier international multimétier avec plus de 2000 collaborateurs présents dans 11 pays, accompagne au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée équatoriale, à Madagascar, en République démocratique du Congo, à Sao Tomé et Principe et au Sénégal. Les changements climatiques peuvent avoir un impact négatif sur certaines populations. Aussi, pour évaluer cet impact, le Gabon a diligenté une enquête sur les émissions de gaz à effet de serre et organisé un atelier de l'étude sur le changement climatique et les enjeux sanitaires à Libreville. Le reportage de Linda Gaël Magonga. Un gaz à effet de serre est un composant gazeux présent dans l'atmosphère terrestre qui absorbe les rayons infrarouges émis par la surface de la Terre. Cette absorption du rayonnement thermique par les gaz à effet de serre contribue à réchauffer l'atmosphère qui elle-même réchauffe la surface terrestre, créant ainsi l'effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Pour protéger la planète des désagréments occasionnés par ces perturbations atmosphériques qui peuvent être néfastes à la santé des hommes en fonction des sensibilités, les États ont signé des accords en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto établi en 1997 et la conférence des parties COP21 entre novembre et décembre 2015 à Paris et la COP22 de novembre 2016 à Marrakech au Maroc en font partie. Pour le suivi de ces engagements, le ministère de l'économie forestière a organisé avec le concours des organismes et autres structures affiliées un atelier de l'étude sur le changement climatique et les enjeux sanitaires à Libreville. Nous allons écouter tour à tour, dans la première session, en rapport avec la validation du rapport d'étude sur la vulnérabilité et l'adaptation, le consultant principal. Il va présenter le contexte. Ensuite, nous allons écouter d'autres experts qui vont intervenir. Nous allons vous laisser la place pour échanger, pour contribuer surtout, étant donné qu'il s'agit ici d'un rapport provisoire. Le climat exerce aussi une forte influence sur le bien-être des hommes. Le Gabon s'inscrit dans une logique de prévention en protégeant la forêt et l'environnement en général. En République démocratique du Congo, un nombre indéterminé de détenus était en fuite mercredi soir après une attaque nocturne contre la prison centrale de Kinshasa suite à l'appel au soulèvement contre le président congolais Joseph Kabila Kabange par le chef des mouvements insurrectionnels. Le récit de Miguel Mabika. La prison de Makala a été attaquée vers 4 h du matin.
Le bruit de plusieurs explosions et de tirs d'armes automatiques a été entendu à plusieurs kilomètres du pénitencier, situé dans le centre de la capitale de la République démocratique du Congo. Les circonstances de l'attaque restent confuses. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a déclaré ce mercredi que la prison avait été attaquée par des adeptes du mouvement politico-religieux sécessionniste et que les assaillants étaient parvenus à faire évader une cinquantaine de prisonniers. Du feu et de la fumée sortaient de la prison. En tout cas, une foule de gens est sortie. On a pu voir plus de 2000 personnes de ce côté. D'autres sont partis plus bas, d'autres sont allés plus haut. On les a aperçus ici en train de passer. Des femmes en soutien-gorge, des hommes en culotte, avec des emballages en plastique dans leurs mains, en train de fuir, avec quelques militaires parmi eux. Selon des témoins, 8 personnes au moins ont été tuées dans les violents échanges de tirs ayant éclaté pendant l'assaut contre Makala. Un policier, 5 assaillants et 2 membres de l'administration pénitentiaire. Le pavillon carcéral des femmes est vide. Toutes les pensionnaires se sont évadées des bâtiments censés accueillir en temps normal plus de 200 détenus. 86 évadés auraient été ramenés à la centrale, mais il manquait encore plus de 4000 prisonniers à l'appel vers 18h pile, sur plus de 8000 recensés la veille dans cette maison d'arrêt. Nourdine Garbi, directeur d'un hôtel de Djerba, se réjouit de la reprise des activités touristiques après des années de disette. Cette île emblématique du tourisme balnéaire tunisien voit poindre une éclaircie. Le récit de Mirandangé. Ce secteur clé de l'économie nationale a d'abord souffert de l'instabilité post-révolution de 2011, avant de plonger dans le noir suite à une série d'attaques djihadistes de 2015 à 2016, dans laquelle 59 touristes ont notamment péri. 1 an et demi plus tard, si la menace reste présente, l'état d'urgence en vigueur depuis fin 2015 vient d'être prolongé. Les autorités l'ont martelé sur tous les fronts le week-end dernier à Djerba, en marge du pèlerinage juif de Griba. La sécurité est désormais maîtrisée en Tunisie et la destination de retour sur la carte de la Méditerranée. On s'équipe en caméras de surveillance, en infrarouge sur les clôtures latérales, etc. Sur la présence accrue d'agents de sécurité. Nous, par exemple, on a dû faire appel à une société de surveillance et de gardiennage. Il y a un travail important qui a été fait sur la sécurité. Il y a une croissance du 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui supérieure à 40% pour justement les touristes français, mais en moyenne, venant d'Europe, il y a une croissance de l'ordre de 34%. Même si le tourisme tunisien s'est embelli, quelques problèmes subsistent toujours. C'est vrai que le tourisme revient un peu plus en moins, mais il y a toujours des petits problèmes parce que c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, on attend encore un peu et Inch'Allah, ça va, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Inch'Allah, ça va revenir d'ici 2-3 ans. En 2015 et 2016, à Djerba comme à Sousse, le tourisme balnéaire s'est accroché à sa clientèle locale et algérienne comme à une bouée de sauvetage dans un contexte plus large de crise économique. L'armée populaire de libération du Soudan, aujourd'hui armée régulière du pays, célèbre ses 34 ans vendredi à Djouba. C'est ce que nous rapporte dans ce récit de Lardigé Momba. La capitale Djouba au Soudan du Sud célèbre ce vendredi le 34e anniversaire des forces de l'armée populaire de libération du Soudan, aujourd'hui appelée armée régulière du pays. Occasion pour le président Salva Kiir d'appeler à l'unisson et à la construction de cette jeune nation. Nous ne devons pas nous permettre de détruire de nos propres mains les gains les plus précieux que nous avons faits depuis que nous avons pris les armes en 1983. Pour le président Salva Kiir, il est temps que les Soudanaises et les Soudanais puissent distinguer les bons et les mauvais amis du Soudan du Sud. In the last 3 years, we have seen how the forces of evil have tried to bring down. Au cours des 3 dernières années, nous avons vu comment les forces du mal ont essayé de faire tomber notre pays. Elles essaient de réécrire l'histoire et de diviser notre peuple. Elles sont même allées jusqu'à dépeindre l'histoire de notre armée, la SPLA, en armée ethnique. As far as portraying our historical army, the SPLA, as an ethnic army.
Le Soudan du Sud, plus jeune nation du monde, qui a proclamé son indépendance du Soudan en juillet 2011, a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Plus de 1,9 million de Sud-Soudanais sont déplacés dans leur pays et plus de 1,7 million sont réfugiés dans les pays voisins. Theresa May a demandé jeudi aux Britanniques de renforcer sa main pour négocier le Brexit en votant pour son parti conservateur aux législatives de juin prochain, promettant de limiter l'immigration non européenne, puis celle en provenance de l'Union européenne. Le récit de l'Ardini Momba. Venez me rejoindre au moment où je me bats pour le Royaume-Uni, a lancé Theresa May, Premier ministre britannique, en lançant le programme électoral des Tories au nord de l'Angleterre, une circonscription tenue par le Parti travailliste depuis 1987 et qui a majoritairement voté pour le Brexit. Au moment où le pays s'embarque pour le grand voyage du Brexit, May a insisté sur l'importance d'avoir un mandat clair afin d'arracher le meilleur accord possible lors des négociations de sortie de l'Union européenne. Maintenant, plus que jamais, la Grande-Bretagne a besoin d'un plan clair, de la détermination et de la volonté de le voir mis en place. Et c'est pourquoi, dans cette élection, plus qu'auparavant, il est temps de mettre derrière nous l'ancienne politique tribale et de se réunir dans l'intérêt national, unis dans notre désir de réussir le Brexit. Les 5 années à venir seront un tournant pour le Royaume-Uni, un moment fondateur et un défi. May appelle les Britanniques à voter pour la justice et la prospérité. Chaque vote, pour moi et mon équipe, sera un vote pour une Grande-Bretagne plus forte, plus juste et plus prospère. Et après tout ce qui s'est passé, c'est une vision de l'avenir qui peut nous rassembler. Au pouvoir depuis 2010, les Tories caracolent en tête des sondages à 3 semaines de ce scrutin anticipé. Les Brésiliens ont réagi jeudi à un nouveau scandale de corruption secouant la politique brésilienne et visant directement le président conservateur Michel Temer, enregistré en train de donner son accord pour le versement d'un pot de vin. Le récit de Miguel Mabica. Un nouveau séisme a secoué mercredi la politique brésilienne. Le président conservateur Michel Temer est directement impliqué dans une affaire de corruption. Il a été enregistré en train de donner son accord à des pots de vin. Le chef d'État a nié les faits dans un communiqué, mais la nouvelle a fait l'effet d'une bombe, avec des appels à la démission de la part de plusieurs partis d'opposition. Plusieurs dizaines de Brésiliens sont donc descendus dans les rues pour protester dans les plus grandes villes du pays, y compris devant le palais présidentiel, avec des cris de Temer dehors, à grand renfort de klaxons. Je savais que ça allait arriver. Tout le monde vole, sans exception, y compris le Parti des travailleurs, le Parti social-démocrate brésilien et ceux qui sont en faveur ou ceux qui sont contre. Tout le monde est dans le même sac. Tout est un chaos, tout est tumultueux. Il fallait s'attendre à ça. Va-t'en, Temer, totalement. Touchée de plein fouet par une récession historique, la population est exaspérée par les multiples rebondissements du méga-scandale Petrobras, qui éclabousse l'ensemble de la classe politique, y compris plusieurs ministres du gouvernement Temer. Cette grave crise politique est envenimée par une récession historique que le gouvernement actuel tente de résorber par le biais de mesures d'austérité impopulaires, notamment la réforme du système des retraites dont l'approbation par le Congrès risque fort d'être freinée par ce nouveau scandale. La page sport de cette édition avec la Fédération gabonaise de basketball qui a signé ce jeudi à Libreville un partenariat avec l'association Azobé Sport Promotion, un protocole d'accord qui a pour objectif de promouvoir et de vulgariser la pratique du basket au Gabon. Gal Mapessi et Fred Dongo. La Fédération gabonaise de basketball a paraphé ce jeudi à Libreville un protocole d'accord et de partenariat avec l'association Azobé Sport Promotion, avec pour objectif de légitimer les actions posées par Isobé, mais aussi de promouvoir le basketball national. Il était important pour nous d'obtenir et de travailler en synergie avec la fédération pour, d'une part, obtenir les autorisations nécessaires pour y participer et lever le flou artistique qui peut exister entre la fédération et l'association que nous sommes. Et pour être en phase avec l'évolution du sport, Isobé a prévu mettre à disposition de la fédération de basket un équipementier. Par la signature de ce contrat de partenariat,
va se suivre la signature d'un protocole d'accord avec l'équipementier AFA, au bénéfice naturellement de notre fédération. Un matériel que le président de la fédération de basketball promet de distribuer même dans les quartiers les plus reculés. Certains des matériels que vous mettez à la disposition de la fédération sera reversé même dans les bas quartiers pour que le basket soit aujourd'hui auprès de chaque pratiquant. Un geste qui vient là marquer le début d'un partenariat gagnant-gagnant entre la Fédération gabonaise de basketball et Isobé Sport Promotion. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Cameroun 24. L'information continue.